Bonjour Alexandre Arcadi. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous sur Objectif Gare, alors réalisateur de cinéma, Le Coup de Sirocco, Le Grand Pardon, L'Union Sacrée, pour ne citer que quelques films de votre immense carrière. Vous êtes à Nîmes parce que vous allez présenter ce soir au cinéma CGR votre dernier film, Le Petit Blond de la Casbah, qui sortira en salle le 15 novembre. Un cinéaste revient en Algérie avec son fils pour présenter un film qui retrace son enfance. C'est vous, ce petit blond de la Casbah, c'est votre enfance que vous racontez dans ce film, puisque vous avez quitté l'Algérie à 14 ans. Alors, ce n'est pas la première fois que vous retourniez en Algérie pour tourner au cinéma. Est-ce qu'en termes d'émotion, ça a été peut-être le plus difficile à tourner ? Écoutez, avant de répondre à votre question, comme dirait l'autre, je voudrais dire une petite chose. Je suis très heureux d'être de retour à Nîmes après cette magnifique expérience que j'ai eue. Et oui, en 2021. D'un cinéaste dans la ville. Un réalisateur dans la ville. Un réalisateur dans la ville. Mais vraiment, je dois dire que ça a été un moment vraiment magique. Et j'en garde un souvenir. Parce qu'en plus, vous connaissiez pas trop Nîmes, vous aviez dit à l'époque et vous l'aviez découvert. Non, pas du tout. Et grâce à Sophie, j'ai pu, pendant une semaine, découvrir la ville et présenter tous ces films que vous venez de citer. Plus d'autres encore. Plus d'autres en plein air. Et c'était une expérience formidable. Je garde vraiment un souvenir de ce festival, un très 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 joli souvenir. Même si c'est dans un autre exercice, mais c'est ce qui vous a motivé aussi à revenir à Nîmes pour présenter ce film. Écoutez, c'est la première ville. La première ville de présentation de la tournée de ce Petit Blond de la Casbah dans toutes les villes de France. Je vais en faire beaucoup, mais il me tenait à cœur de venir à Nîmes parce que c'est une ville d'abord que j'ai découvert, que j'aime beaucoup. Il y a une communauté importante de Français d'Algérie ici, d'anciens harkis, la communauté juive aussi de Nîmes, mais ça ne s'adresse pas qu'à eux. Hein. Je veux dire, le film est très universel, même s'il est singulier, il est très universel. Alors, pour répondre à votre question sur ce sentiment comme ça que j'ai eu à poser ma caméra en Algérie, c'est un sentiment incroyable. C'est pas la première fois. Pour ce que le jour doit à la nuit, pour Là-bas mon pays, j'avais déjà tourné quelques jours en Algérie, pas longtemps, quelques jours. Et là, pour ce film, ce que le Petit Blond de la Casbah, une partie s'est tournée à Tunis pour les intérieurs, et tous les extérieurs ont été tournés à Alger. Et c'est un plaisir absolument incroyable de montrer cette ville. C'est une ville, une des plus belles villes de la Méditerranée, même si c'est un peu chauvin de dire ça, mais c'est ma ville et c'est là où vous êtes né, donc forcément vous la mettez à l'honneur. Moi j'aurais dit Nîmes. Je suis objectif. Non, de la Méditerranée, c'est-à-dire du vraiment littoral. C'est une ville remarquable, magnifique, qui a gardé toute sa splendeur. 60 ans après le départ des Français, on est toujours dans une ambiance absolument incroyable, d'immeubles haussmanniens, de ces grands boulevards, de cette jetée sur la mer. C'est ce mélange entre le ciel bleu et ce soleil éclatant, ces plages magnifiques. Tout nous est donné à profusion en Algérie. On les voit, ces paysages. Hein. Comme disait Camus. Et quand je retourne là-bas, c'est un vrai plaisir. On pose la caméra et on sait qu'on va avoir des belles images. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début des années 2000, vous aviez écrit un petit peu un récit autobiographique qui s'appelait Le Petit Blond dans la Casbah. Vous aviez dit dans une interview que vous aviez du mal à avoir des acteurs. Enfin, vous preniez le temps à choisir des acteurs qui allaient jouer votre famille. Là, ça y est, vous l'adaptez, on va dire, une quinzaine d'années après au cinéma. Qu'est-ce qui a été un peu le déclic ? Le confinement. D'accord. Le confinement, cher ami. Et je vais vous dire, c'est pas seulement le confinement, c'est le silence du confinement. Dans ce silence absolu dans lequel nous avons été pendant des semaines durant, toute la France, enfin l'Europe, le monde, eh bien dans ce silence me sont revenus les sons de mon enfance. Ces sons si particuliers qu'il y avait dans la basse Casbah d'Alger où je suis né, où j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 13 ans. Tous ces sons familiers, que ce soit la cloche de la cathédrale, les ânes qui passaient dans les ruelles pour ramasser les ordures, le laitier, enfin, tous ces sons incroyables, même le chant du coq. Il y avait un chant du coq dans la Casbah. Eh bien, c'est par les sons que je me suis décidé à... Il faut que je le fasse, vous vous êtes dit. À faire ce film, parce que je me suis dit... Il était temps. Vous savez, dans l'Ecclésiaste, il est dit, il y a un temps pour tout. Hein, un temps pour écrire des livres, et puis un temps pour faire des films. Voilà, moi j'ai pris plus de 15 ans avant de me décider à faire un film, mais ça a été spontané parce que je me suis dit, au fond, c'est un cinéaste qui revient en Algérie présenter son film.
Donc ce que je vais filmer, c'est un film. Et oui. Donc peu importe quel visage vont avoir mes oncles Jacob, Tata Blanche, ma mère, ma grand-mère Lisa, peu importe. Ce seront des acteurs, mais comme c'est une fiction, j'ai plus eu de problème. Et l'écriture a filé comme ça, et c'est devenu ce film à la fois drôle, cocasse, entouré de personnages très, très incroyables. Parce que d'abord, j'ai un casting qui est fabuleux, qui est une pléiade d'acteurs. Que ce soit Marie Gillin, que ce soit Pascal Elbé, Michel Boujna, Franck Dubosc, Smaïn, Jean Benguigui. Jean Benguigui, Françoise Fabian, Valérie Caprisky, enfin, je n'arrêterai pas d'en citer, il y en a tellement. Et ils ont tous répondu présent à la lecture du scénario. Ça, c'est très bon signe. Quand les acteurs répondent présent tout de suite, ça veut dire que leur parle. Les spectateurs vont suivre derrière, parce qu'il y a comme ça une filiation directe. Alors ce qui est intéressant, c'est que voilà, le personnage, donc Antoine Misner, le réalisateur, donc revient à Alger, là où il a grandi. Moi j'ai eu la chance de voir le film, il y a une phrase qui m'a marqué, c'est quand à un moment il fait le point, il dit « Je suis revenu pour comprendre qui j'étais, d'où je venais, mais Walou ». C'est-à-dire que quelque part, est-ce qu'on ne sait jamais vraiment qui on est? Est-ce que on a l'impression que ça le perturbe et que voilà, il est là devant son fils? Comment il faut l'interpréter? C'est le propre même des déracinés. Mes racines sont en Algérie, je suis ancré dans cette terre, je suis africain de naissance, et ça transpire par tous mes pores. Je suis français de cœur, d'esprit et de langue, parce que c'est mon pays. Et quand vous êtes en Algérie, vous vous posez toujours cette question. Parce que quand on est ici en France, on dit je suis de là-bas. Mais quand on est en Algérie, là-bas, c'est de l'autre côté. Donc on ne sait plus d'où on est. Et oui, c'est ce que on le voit dans cette scène. Et puis il y a un symbole qui est fort parce que vous êtes dans la transmission, c'est que votre fils Alexandre, qui est aussi réalisateur, vous a aidé à participer aussi au tournage du film là-bas. J'imagine qu'il y a dû avoir des moments aussi père-fils où vous avez dû le montrer, là où vous avez vécu presque comme dans le film en fait. Exactement. Et ça a été un bonheur formidable parce que moi je reconstituais mon passé. Et lui filmait son histoire, parce que c'était l'histoire de sa famille, l'histoire de son père, de ses grands-parents. Et il y avait quelque chose d'assez émouvant de le voir avec sa caméra dans ces rues d'Alger, ces rues de Tunis, et m'aider à tourner ce film. Bon, c'est un grand cinéaste, il a une technique magnifique, et j'avais une confiance inouïe en lui. Mais au-delà de mon frère, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé aussi. C'est mon frère, Tony Aigri, qui est le chef décorateur. Et je dois dire qu'il a fait un travail absolument inouï de reconstitution dans le moindre détail. Par moment, moi, le cinéaste, en arrivant sur un décor, j'ai craqué. J'ai craqué parce que... Vous aviez l'impression d'être revenu il y a... Ah ben, j'étais revenu. Voilà. Ce pays qui n'existe plus, on l'a reconstitué, et je me suis vu, ce gamin, dans cette casbah, dans cet appartement. Vous voyez, j'en parle même encore avec un peu d'émotion. Et du coup, un film familial avec ce lien. Exactement, aussi. Où il y avait quelque chose. Et quand j'ai vu tous ces gamins autour qui jouaient mes frères, c'était incroyable. Et j'ai eu une chance magnifique d'avoir le jeune Léo Campion. Oui. Vous l'avez dit, qui a joué Marcel Pagnol. Il jouait Marcel Pagnol dans le temps des secrets. Vous vous rendez compte? Marcel Pagnol à 8 ans, et à 13 ans, Alexandre Arcadi. C'est un vrai bonheur. Hein. Et oui, un jeune homme, en tout cas, qui crève l'écran. Ah oui, il est formidable. Dans ce film, un sujet qui transpire aussi, vous en avez parlé dans d'autres interviews par rapport au Petit Blond dans la Casbah, c'est le vivre ensemble. On le voit dans cet immeuble. Il y a les Français, il y a les Espagnols, il y a les Arabes, il y a les Juifs, il y a les catholiques. Tout le monde vit ensemble. Presque, on a l'impression que cet immeuble, c'est une maison. Enfin, tout le monde est sur le palier. Tout le monde partage. C'est ce que vous reprochez à la société d'aujourd'hui, davantage de repli de soi. Je ne reproche rien, hein, je constate, malheureusement. Aujourd'hui, le vivre ensemble, c'est un mot qui veut plus rien dire. Alors qu'à cette époque-là, il y avait cette communion de vie. Alors c'était peut-être dû aussi à la pauvreté, hein, parce que nous étions très pauvres en Algérie, et le héros du film dit nous étions pauvres mais on ne le savait pas, parce qu'on ne connaissait pas les riches. Alors donc on était riches de tout. Tout à l'heure je parlais de Camus, du soleil, de la mer, des terrasses, des rues, des jeux, enfin on était riches de tout. Et il y avait cette façon de vivre ensemble qui était tout à fait naturelle. Et souvent, je me suis posé la question, je me suis dit, comment se faisait-il que ce soit aussi facile? Et je crois que c'est lié aux portes.
la porte des immeubles de chaque appartement était ouverte. Et Oui. nous, gamins, on était chez nous partout. On rentrait dans une famille musulmane. Dans Les une portes sont famille plus catholique. fermées maintenant. Et voilà. Et donc, les portes étant ouvertes, on était à la maison partout et on fêtait toutes les fêtes. Et il n'y avait pas de différence. Alors, je ne veux pas faire d'angélisme. Bien sûr. Effectivement, il y avait du racisme, il y avait de Ben, l'antisémitisme. on le voit un moment dans le film où on vous met une tape. Voilà, Le jeune garçon prend une tape. Ah, mais parce que t'es le petit blond. Bah, dans la réalité, j'ai voulu amoindrir les choses. C'est pas le petit blond qu'on me reprochait, Oui. c'est le petit juif Oui. blond. Donc ça existait, mais c'est pas ça qui prédominait. Ce qui prédominait, c'est ce vivre ensemble naturel dans une forme d'insouciance. Oui, parce qu'on voit beaucoup de sourires dans le film, même si la première, il y a voilà la scène, évidemment la guerre qui est présente. Vous parliez de pauvreté aussi, mais on voit que ces enfants sont heureux. Voilà, la fratrie, c'est mis en avant aussi. Les sourires, il y a quand même presque un moment. Pourquoi un jeune enfant, pourquoi tu fais la tête? Voilà, il y a ça qui est mis en avant aussi. C'est au fond, je parle à tout le monde. On a tous eu des tontons, des tatas, des oncles, des voisins, des voisines. Enfin bon, ces personnages familiers qui nous entourent, ils sont cocasses, ils sont drôles. Moi, j'ai eu la chance d'avoir quand même une galerie de portraits absolument incroyable. Mon oncle Coco, dont on ne sait pas exactement ce qu'il fait, oui. Voilà, et qui est en fin de compte dans la vie proxénète. C'est pas bon. Mon oncle Jacob, un inventeur incroyable. Enfin bon, il y a comme ça une galerie de portraits hilarant. Les gens, les spectateurs qui sont dans la salle rient beaucoup. Oui, parce qu'il y a c'est ça aussi, il y a des scènes d'humour, cocasseries formidables, mais il y a la guerre aussi. Voilà. Et cette guerre-là, quand on est enfant, on sait qu'elle existe, mais on vit avec. Et il y a une scène que je regrette de ne pas avoir mis dans le film, parce que ça m'est arrivé. J'étais avec des copains, place du gouvernement à Alger, c'est une grande place. On était en train de manger une glace, un créponné, enfin bon. Et tout d'un coup, il y a eu une rafale de mitraillettes. On nous avait appris à ce moment-là de se coucher par terre. Donc immédiatement, on s'est couché par terre. Mais notre problème, c'était pas la rafale, c'est de ne pas perdre notre glace, qu'elle tombe, et de continuer à manger notre sorbet. Vous voyez comme quoi cette guerre, elle est passée un petit peu au-dessus de nos têtes, quoi. Et oui, parce que quand on est enfant, forcément, on a d'autres réactions. Alors vous parliez du récit historique, il y a des Français de cette époque obligés de quitter l'Algérie. C'est vrai que c'est un sujet que vous avez beaucoup évoqué dans vos films. Là, vous parlez vraiment de l'enfance. Vous dites que vous avez un devoir de mémoire à faire. Pourquoi ça vous tient tant à cœur? Évidemment, c'est votre histoire, mais vous dites que ça doit servir pour les générations futures, parce qu'il y aura moins en moins de témoins pour en parler de cette époque. Comment vous voyez un petit peu le rôle que vous avez, notamment pour les jeunes générations? Oui, c'est pas vraiment un devoir de mémoire, c'est la mémoire tout court, c'est la nostalgie. Alors, tous les films que j'ai faits sur l'Algérie, que ce soit Le Coup de Sirocco, que ce soit Le Grand Carnaval, Là-bas mon pays, Ce que le jour doit à la nuit, je me suis toujours réfugié derrière des auteurs. Yasmina Khadra, Daniel Saint-Amand, René Bonnel. Et là, pour la première fois, j'ai pas de paravent, c'est moi. C'est de mon enfance dont il s'agit, c'est de ma vie dont il s'agit. J'ai tourné ce film sans me cacher derrière la pudeur. J'ai été cash, j'ai été sincère. Et je crois que c'est ça qui touche les spectateurs, c'est cette sincérité, cette vérité. Vous savez, je me souviens d'un film que nous avons tous aimé, qui était Cinéma Paradiso. Cinéma Paradiso racontait l'histoire de ce gamin dans une petite localité de Sicile que personne ne connaissait, ce petit village. Et on a été tellement touchés, le monde entier a été touché. Parce qu'il a parlé de sa vie avec une sincérité incroyable, et lui aussi a parlé du cinéma. Et moi, la découverte la plus importante de ma vie, ça a été de voir mon premier film, qui était Jeux interdits. Jeux interdits. C'est très bien raconté. Grâce à ma jeune voisine, Josette. Et à partir du moment où j'ai découvert cette image animée, ce cinéma, parce que à la maison, on n'avait que la radio à cette époque-là, ma vie a basculé, je crois. Et je n'avais envie que de retourner au cinéma. J'imaginais pas une seule seconde que je ferais ce métier, évidemment. Bien sûr. Comment ce gamin de la Casbah, de la rue du Lézard, pourrait imaginer être cinéaste un jour dans sa vie? C'était inimaginable. Mais ça ne m'empêchait pas d'aimer le cinéma, mais vraiment... et ce cinéma m'a permis de passer la guerre d'une façon un petit peu différente, au fond.
Si on parle aujourd'hui, en 2023, des relations entre la France et l'Algérie, on peut dire que vous êtes plutôt proche du président algérien que vous connaissez, Monsieur Tebboune. Vous avez accompagné Emmanuel Macron lors de voyage en Algérie. Comment un petit peu maintenir, avec ce passé commun, de bonnes relations entre les deux pays? Quelle question. C'est tellement naturel. Eh oui. C'est tellement naturel, tout ce qui nous lie. D'abord, on est à 1 heure d'avion de Marseille. Bien sûr. C'est le pays le plus proche. C'est le plus grand pays francophone après la France. Quand j'apprends qu'on veut abolir le français en Algérie, les bras m'en tombent. Je ne comprends pas. Faudrait-il démolir l'Opéra d'Alger qui a été construit par Garnier parce que c'est un architecte français? Vraiment, je ne comprends pas. Il y a quelques années, plus de 30 ans, Boumedienne avait arabisé l'Algérie, voulu arabiser l'Algérie. Ça avait une réalité. Il a été un peu dans l'outrance. C'est-à-dire qu'il a badigeonné tout ce qui était en français sur les noms des rues, etc. Et je me souviens à l'époque, les chauffeurs de taxi devenaient fous en disant on ne lit pas l'arabe et on ne sait plus dans quelle rue on est. Oui. C'était déjà absolument incroyable. Donc ça s'est passé. On est revenu à une normalisation, les noms, les boutiques, tout ça c'est écrit en français. Mais comment couper la langue française aux Algériens? J'arrive pas à comprendre. Pour une langue qui est l'anglais, il n'y a pas de lien entre les États-Unis et l'Afrique du Nord. Pourquoi est-ce que le président Boumedienne, au moment où il avait des relations absolument incroyables avec l'URSS, se serait pas dit, tiens, on va prendre comme langue deuxième langue, le russe. Ouais. Ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire. Et je ne pense pas que les Algériens vont suivre cette voie. Vous savez qu'au moment de l'arabisation, comme on dit, c'est la télévision française qui a joué le rôle et qui a permis aux Algériens de continuer à parler le français. Canal+, surtout, ça a été... Oui. Et quand vous alliez en Algérie, les journaux sont majoritairement français. Il y a peut-être 4 ou 5 journaux en arabe. Et on lisait sur les dernières pages du journal... à la page télévision, tous les programmes de la télévision française. C'est-à-dire que les Algériens étaient branchés en permanence sur notre télévision, sur nos programmes et sur notre actualité. Donc ça veut dire quelque chose. Et ça a du sens. Une toute dernière question. Est-ce qu'avec le petit blond dans la Casbah, la boucle est bouclée ou vous avez encore envie? Est-ce qu'il y a d'autres scénarios encore qui vous... Non, il y a d'autres scénarios. Peut-être pas sous cette forme-là. Vous savez, il y a Michel Boujna qui est dans le film, et nous avons commencé ensemble notre carrière. Il avait une phrase qui m'avait vraiment interpellé à l'époque. Il a dit « Chacun de nous a un clou et il faut qu'il l'enfonce ». Je crois que j'ai enfoncé ce clou-là. Là, il est bien enfoncé. Et si je reparlerai de l'Algérie, et je vais le faire dans mon prochain film, ce sera par un biais différent. J'ai très envie de faire un film sur Albert Camus et surtout sur l'étranger, un biopic sur l'étranger. Merci beaucoup, Alexandre Arcadi, d'avoir été avec nous. On rappelle que vous présentez donc votre dernier film, Le Petit Blond, dans la Casbah, au cinéma CGR à Nîmes, ville dont vous êtes tombé un petit peu amoureux. Vous l'avez parlé au début de l'interview. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.